Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel update lecture. Et dans cet update, croyez-le ou non, je vais vous présenter mes dernières lectures de février 2026. Oui, je suis pas si à l'abri que ça quand même. Voilà, dernière lecture de février et après on passera aux lectures de mars. Enfin, sachant qu'à l'heure où je vous parle, le mois de mars est pas fini encore. Donc franchement ça va, je pense que j'ai pas mal rattrapé mon retard, surtout qu'en mars j'ai forcément moins lu qu'en février. Et donc là, on a des petits livres jeunesse et on finira par un des gros livres de ma pelle de février, toujours si vous avez suivi. Il y avait 4 livres young adultes ou adultes de plus de 300 ou plus de 400 pages dans cette pelle de février et le reste, ce ne sont que des petits livres jeunesse que j'ai lus en un jour à chaque fois. Bref, on y va et franchement, on a des assez bonnes lectures dans cette update. Ça va être un bon update. On commence avec une histoire de sorcière qui me ravit, j'ai envie de vous dire, évidemment, même si c'est pas toujours le cas, mais ici c'est comment devenir une vraie sorcière de Anne-Marie Desplat-Duc. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce livre-là. J'avais un peu peur que ce soit plutôt un réel tuto, étape par étape, comment faire pour être moi-même une sorcière. Vous voyez, adressé aux jeunes filles ou peut-être aux jeunes garçons, parce que c'est un livre jeunesse, pour leur dire quoi faire et comment faire pour être une vraie sorcière, mais en fait non, on va suivre réellement un personnage, c'est réellement une histoire, et l'histoire de ce personnage principal qu'on a. Et donc en gros on suit Cybèle, elle est issue d'un mariage hybride. En gros il y a d'un côté les sorcières qui sont moches, qui ont des verrues, qui sont pas très polies, etc. etc. mais c'est leur nature et une bonne sorcière est une sorcière moche et mal polie. Et de l'autre côté on a des hommes beaux. Je sais plus si genre si un fée ou un truc comme ça ou si c'est juste un homme et du coup bah il a aucun pouvoir. Ça c'est sûr. Il est beau, il est charmant, il est brun, il est ténébreux, enfin, c'était un homme absolument parfait. La sorcière est tombée amoureuse de cet homme, ils se sont mariés. Leur mariage n'est pas vraiment accepté par leurs deux mondes, mais ils s'aiment envers et contre tout, et ils vont donc avoir une petite fille qu'ils appellent Cybèle. Et du coup on a d'un côté le papa qui met des robes blanches à sa fille, la met en valeur un petit peu si on veut, lui achète des bijoux, du parfum, etc. etc. Et de l'autre côté sa mère qui est donc une sorcière qui lui met une perruque quand elle va voir sa famille, lui crée des verrues, etc. etc. L'enlaidit au contraire pour qu'elle soit une vraie sorcière, sauf que Cybèle se rend bien compte qu'elle correspond pas à ce que sa mère veut qu'elle soit, et en même temps bah, physiquement elle est blonde aux yeux bleus, enfin je veux dire à un moment donné elle peut pas faire des miracles, tu vois. Voilà, c'est presque une espèce de critique des standards de la société, de tout ce qu'on peut lire dans les magazines, etc. etc. Tout ce qui t'aide à te construire quand t'es une préado jeune adulte. Vous voyez, franchement j'ai beaucoup aimé, et la solution que va trouver Cybèle à cette problématique est vachement cool. Franchement j'ai adoré cette histoire, j'ai trouvé ça vraiment vraiment bien. On a des petites toiles d'araignée un peu partout sur le livre, et on a des illustrations comme ça, des toiles d'araignée, je sais pas si vous voyez et tout. Franchement c'est très cool, j'adore. Les débuts de chapitre ressemblent à ça. Ça se lit extrêmement vite, c'est vraiment très chouette. En fait, c'est à la fois très fun, très cool, très léger à lire. Et en même temps, si tu y réfléchis, il y a 2-3 thématiques importantes quand même. Ensuite, j'ai lu La boutique extraordinaire de Nicodème, le tome 1, Le tombeau de Pharaon de Nathalie Stommers. Et il me semble que j'en avais parlé en vlog à l'époque. J'ai été un peu déçue par ce livre. En gros ici on va y rencontrer Alex et Mina qui sont frères et sœurs. Je sais plus s'ils sont jumeaux ou s'ils ont très très peu d'écart, mais ils sont frères et sœurs pour sûr, et ils sont envoyés chez leur oncle en vacances. Évidemment ils n'ont pas du tout envie d'y aller, patati patata, etc., etc. Et cet oncle tient une boutique, mais en fait on en sait très peu sur cette boutique. Moi je pensais vraiment qu'on allait être dans la boutique beaucoup plus que ça, et en fait non, on est dans la boutique genre les 10 premières pages du bouquin, et puis ensuite on bascule dans un univers fantastique et on revient dans la boutique à la fin du livre, mais vraiment pour 4-5 pages quoi, enfin peut-être un peu plus j'exagère, mais vraiment en 90% du roman on n'est pas
dans la boutique, alors que moi je voulais cette ambiance de petite boutique, de gens qui rentrent, qui sortent, qui farfouillent, etc. Vous voyez, et en fait on n'a pas ça du tout, parce que dans la boutique, Alex va voir un objet qui brille, il est le seul à le voir briller et il se laisse un peu emporter par cet objet. Il entraîne sa sœur avec elle et il se retrouve catapulté au temps des pharaons. Ils arrivent au moment où, il me semble que j'ai perdu son nom, mince, Khéops, voilà, c'est marqué derrière. Ils arrivent au moment où Khéops vient de mourir et donc tout le process funéraire est en cours. Il y a tout un rituel, tout un processus à suivre. Quand le pharaon décède, il est veillé pendant des jours et des jours, il est baigné, enfin, il y a tout un process. Et en parallèle de ça, il finalise la construction de la pyramide de Khéops, donc qui va être son tombeau. Et en fait, j'ai essayé de chercher un peu, alors j'ai pas non plus beaucoup de temps pour chercher ça au moment où je lisais ce livre, comme vous pouvez vous en douter, mais j'ai quand même essayé de faire quelques recherches pour savoir si ce qui nous est dit ici, c'est réellement ce que les archéologues ont découvert ou pas, et j'ai pas forcément trouvé. En gros, ce qui est expliqué ici, c'est que c'est un petit garçon qui a fait appel au pouvoir de l'amulette pour appeler Alex et Mina pour qu'ils l'aident, parce que son père, à ce petit garçon, est l'architecte de la pyramide. Et donc il est le seul, si ce n'est ou l'une des rares personnes ou le seul, à connaître les secrets de la pyramide, les pièges, le chemin qui mène au tombeau. Et il faut fermer la porte du tombeau, et la porte du tombeau ne peut être fermée que de l'intérieur. Et donc en gros, l'architecte est condamné à être dans le tombeau et à lui-même fermer cette porte, et donc à rester avec le pharaon dans le tombeau. D'après ce que je sais des pyramides, j'ai pas l'impression que les pharaons autorisaient qui que ce soit, pour quelque raison que ce soit, à être à l'intérieur réellement de la pièce avec eux, vous voyez. Mais en gros, c'est ça. Et les enfants essayent de trouver une solution pour que l'architecte puisse ressortir, ou que ce soit quelqu'un d'autre, mais qui ne meurt pas dans la pyramide, quoi. Vous voyez, c'est ça qu'on suit. Franchement, j'ai bien aimé. Et tout ce qui est histoire de pharaon, etc., j'aime bien. C'est une époque que j'aime bien lire. Mais je sais pas, je m'attendais à autre chose avec ce livre et j'étais un petit peu déçue quand même. J'ai pas encore acheté la suite parce que je ne l'ai pas trouvé, mais je pense que je lirai la suite quand même. Ensuite, j'ai lu Harper. Alors en gros, en février, j'ai lu le tome 3, donc Harper et la forêt de la nuit de Seri Burnell. Mais en janvier, du coup, j'avais lu Harper et le cirque des rêves, donc qui est le tome 2. Et du coup, je l'avais gardé pour vous en parler dans un seul update. Je me suis dit que c'était plus simple. En gros, dans cette série, on suit donc Harper qui vit avec sa tante. On est clairement en fantastique, on est dans une ville avec pas mal de tours, etc. Et tout est régi par la pluie. Il pleut quasiment tous les jours. Et donc du coup, il y a des mots spécifiques à la ville pour appeler la petite pluie fine, la grosse pluie battante, les giboulées. Enfin voilà, il y a pas mal de mots comme ça spécifiques à leur univers. Et il y a aussi du brouillard, etc., etc. Et donc Harper vit avec sa tante parce que ses parents sont disparus, morts, on sait pas trop en fait. On n'a pas trop d'infos sur ses parents au début du tome 1, du moins. Et le tome 1 est un peu comme une réécriture du joueur de flûte de Hamelin. Franchement, j'ai beaucoup aimé, vraiment j'ai adoré cet univers, cette petite fille qui découvre la magie, qui découvre ce qu'elle peut faire avec la musique, les animaux, ses voisins. On a aussi de l'inclusion parce qu'on va avoir un personnage handicapé, notamment dans les personnages principaux qu'on suit. Franchement, j'ai adoré le tome 1 et j'ai beaucoup aimé les tomes 2 et 3. Donc dans le tome 2, le cirque des rêves, Harper en apprend plus sur ses parents, ce qui leur est arrivé, ce qui s'est passé, pourquoi elle vit avec sa tante, etc., etc. Et donc elle va rendre visite à ce fameux cirque des rêves qui est un cirque volant. Vraiment, on est en fantastique pur, enfin même en fantaisie pure, avec des enfants, et franchement j'ai adoré. La musique est toujours extrêmement importante. En fait, chaque enfant qu'on suit, donc Harper et ses amis, ils jouent tous d'un instrument de musique, et c'est leur moyen de communiquer les uns avec les autres, vraiment. Ça rappelle un petit chouille ce qui se passe au tout début des Brunes dans l'une de Jordan Calera. Vraiment, la musique est importante, et j'ai trouvé ça trop cool. Et donc dans le tome 3, la forêt de la nuit, Harper et ses amis reçoivent la visite d'un personnage qu'on a déjà vu dans le tome 1, du méchant en gros du tome 1, et il vient les voir parce qu'il a besoin d'aide. C'est assez bizarre, mais les enfants sont des enfants, donc ils vont l'aider, il n'y a pas de rancœur entre eux, etc., etc. Donc les enfants vont accepter de l'aider. Ils se retrouvent embarqués dans une aventure
au milieu d'une forêt magique avec... en fait, il y a pas mal d'éléments connus, des contes qui sont intégrés dans ce tome 3 notamment, et franchement j'ai trouvé ça trop cool. J'adore cette saga, vraiment, vraiment. J'arrive pas à comprendre pourquoi elle est si peu connue. Enfin, je veux dire, je l'ai vue nulle part, sur aucune chaîne que je suis. Alors, c'est des livres qui datent, d'accord, mais quand même. Et franchement, j'adore. Vraiment, j'adore cette saga. Et je vous la conseille. Vraiment, vraiment. Et le tout dernier livre que j'ai lu en février, c'est donc La toute petite reine de Agnès Ledigue, qui m'a permis de renouer avec l'autrice. Agnès Ledigue, c'est pour moi, enfin ça restera l'autrice de Pars avec lui, de on regrettera plus tard, de Tes nouvelles, Dans le murmure des feuilles qui dansent. Tous des livres que j'ai lus et que j'ai adoré. J'adore Agnès Ledigue, vraiment. Et ces deux derniers que j'ai tentés, ça ne l'a pas fait du tout, dont un des livres avec les personnages principaux ici. Mais là, franchement, j'ai adoré. J'ai trouvé ça très juste, très bien écrit. Les personnages sont... En fait, les personnages sont humains. Et ce que je reproche souvent aux contemporains, c'est notamment les dialogues. Ça se voit qu'ils sont écrits parce que dans la vraie vie, tu dis pas toujours ce qu'il faut dire, tu sais pas toujours ce qu'il faut répondre et tu n'arrives pas toujours à interpréter correctement telle ou telle réaction de la personne que tu as en face de toi, ce n'est pas vrai. Mais dans les romans, c'est le cas, les gens savent, les gens devinent, les gens sont trop forts, tu vois. Ils ont de la répartie, ils savent ce qu'il faut dire, quel mot choisir, etc. etc. Et c'est pas toujours le cas dans la vraie vie, et ici c'est un peu plus réaliste. Je dis pas que c'est parfait, mais c'est un peu plus réaliste selon moi. En gros, on va suivre Adrien. D'un côté, il est maître chien, il a un passif dans l'armée, il a eu un accident, etc. etc. Stress post-traumatique, etc. Bref. Il est suivi par un psy et il a pas mal de choses à régler à titre personnel, on va dire. Donc voilà, il est maître chien et en gros, son chien est un chien renifleur, quelque chose comme ça. Il est souvent envoyé dans les gares, dans les aéroports quand il y a des colis suspects, ce genre de choses. Ça se passe à Strasbourg, et donc voilà, c'est Adrien qu'on va suivre. Et de l'autre côté, comment s'appelle-t-elle? Capucine. Voilà, elle s'appelle Capucine. Capucine a élevé sa petite sœur parce que quand elle avait 17-18 ans, elles ont perdu leurs parents. Et sa petite sœur est bien à 7 ans, 6 ou 7 ans de moins qu'elle, un truc comme ça, elle était très jeune en tout cas, sa petite sœur. Et donc Valentine a élevé, enfin Capucine, je renvoie avec Valentine, Capucine a élevé sa petite sœur. Et là, sa petite sœur vient lui annoncer une nouvelle qu'elle n'arrive pas à digérer. Elle a élevé sa petite sœur, elle a mis sa vie entre parenthèses, elle a sacrifié ses rêves pour élever sa petite sœur. Et sa petite sœur, là, est en train, pour Capucine, sa petite sœur est en train de gâcher sa vie, de prendre une décision radicale et horrible, et donc, elle est anéantie, vraiment. Et puis, sa petite sœur prend son indépendance, elle est en âge de partir, de faire des grandes études, et Capucine se retrouve un petit peu livrée à elle-même en mode bah j'ai élevé ma sœur, j'ai mis ma vie entre parenthèses pendant toutes ces années, je fais quoi maintenant qu'elle est partie? C'est ça. Capucine et Adrien vont se rencontrer et ça va être un peu un espèce de choc entre eux, mais positif. Ils vont s'entraider mutuellement, ils vont être là l'un pour l'autre. Et ils vont s'accrocher l'un à l'autre, on va les voir lutter ensemble l'un contre l'autre, avec leurs sentiments, avec leur famille. Franchement, j'ai beaucoup aimé, vraiment. Et Capucine et Adrien, si vous suivez Agnès Ledigue, peut-être que ça vous dit quelque chose, parce que ce sont des personnages secondaires d'un autre livre qu'elle a écrit. Et donc ici, on a l'histoire de Capucine et Adrien, si ça vous intéresse. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai trouvé ça très cool. Et puis, voilà, j'ai retrouvé Agnès Ledigue avec ce livre et je suis très contente d'avoir eu ça. Vraiment, et de me dire que je peux relire du Agnès Ledigue, qu'il y a eu peut-être une ou deux erreurs de parcours pour moi, entre guillemets, dans ses écrits, mais que je peux encore lire et découvrir du Agnès Ledigue comme avant. Vraiment, c'est cool. J'en ai fini avec cette update lecture, je m'arrêtais là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à demain.